Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, l'Europe de la recherche est-elle à la hauteur des enjeux? Formidable question, vous avez 4 heures. Finalement, nous, on va se limiter à 45 minutes aujourd'hui, mais finalement, on va se demander quels enjeux on assigne à cette Europe de la recherche, et d'abord, d'où vient-elle, cette Europe de la recherche? Si on envie la fameuse Silicon Valley et sa capacité à créer de la recherche et de l'innovation aux États-Unis, est-ce qu'on ne peut pas lui opposer la Loire-Vallée, cette vallée de la Loire représentative de la cour des rois européenne, où s'échangeaient avant le vin contre les draps, les savants, la recherche et l'innovation? En tout cas, il n'a pas fallu attendre le XXIe siècle et l'avènement de l'espace européen de la recherche pour lancer des grandes initiatives, comme l'a été cité par exemple le CERN, créé en 1953. De nos jours, les enjeux qui se jouent dans la compétition mondiale en termes de recherche semblent avoir évolué vers une exigence du bout en bout, donc allant du prototype, de la recherche fondamentale, jusqu'à l'accès aux biens ou aux services engendrés par les efforts de recherche. Nos invités aujourd'hui vont pouvoir nous représenter plusieurs facettes à divers degrés de cette analyse. Je vais commencer par Mark Ferguson, qui est à distance aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous, professeur. Dear Mark, thank you so much for being here. Je vais parler en français puisque vous avez accès à la traduction en direct. Professeur, vous êtes le Chief Scientific Advisor, je ne sais pas le dire en français, mais du gouvernement d'Irlande. Et vous êtes également le président du conseil consultatif à la Commission européenne pour le Conseil européen d'innovation. J'ai une question très simple pour vous, professeur. Comment est-ce que vous voyez les forces finalement et les faiblesses de cette fameuse Europe de la recherche aujourd'hui? Merci de l'invitation. Je suis désolée de ne pas être parmi vous en personne. Vous me posez la question de l'Europe de la recherche. Si on considère l'Europe par rapport à la Chine ou aux États-Unis, on est bon en recherche. Si on regarde les publications, on est aussi plutôt bon sur les startups si on mesure le nombre d'entreprises formées. Par contre, là où on pêche, c'est de transformer ces entreprises en créateurs de richesses et d'emplois. Donc, le Conseil européen de la recherche et de l'innovation essaye de s'attaquer à ce problème pour inciter les entreprises à se former déjà, mais également à recruter et à croître. Donc, on veut fonctionner avec des entreprises européennes, des institutions européennes pour s'attaquer aux problèmes sociétaux de la santé, du climat, mais également tous les enjeux auxquels nous faisons face. Et je suis très optimiste qu'avec ce stimulus de 10,1 milliards d'euros, on pourra aider à croître les entreprises et l'écosystème européen et vraiment entrer dans la concurrence mondiale. Je me tourne vers Stewart Cole, directeur général de l'Institut Pasteur. Merci d'être avec nous. Votre institution n'est pas simplement finalement un symbole de la recherche française ou européenne, mais également mondiale du fait de son réseau universel. Et j'ai envie de vous demander finalement votre perception de cette Europe de la recherche au regard de la compétition mondiale et de l'écosystème mondial qui évolue aussi en même temps que nous. D'accord. Donc tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je pense que c'est utile d'avoir quelqu'un dans ce panel qui a travaillé dans beaucoup de pays en Europe. J'ai pratiqué la recherche et l'enseignement supérieur dans 5 pays et l'innovation dans 2. Donc, j'ai une bonne expérience européenne. J'ai aussi évalué des institutions de recherche partout dans le monde, y compris en Irlande, et j'ai donc une bonne expérience dans ce domaine également. Ce que je peux dire quant à la recherche en Europe, c'est que l'Europe ne manque pas de talent. Nous avons des chercheurs qui sont brillants, qui sont motivés, déterminants, mais qu'ils manquent de soutien, ils manquent de moyens. La recherche est massivement sous-financée, notamment en France. Les infrastructures sont vieillissantes, particulièrement en France, suite à 20 ans de sous-investissement. Et
comme vient de dire Marc, toutes nos découvertes sont parfois valorisées en Europe, mais souvent et de plus en plus à l'étranger. Je peux vous donner quelques exemples. Je vais vous donner un exemple. La technologie de séquençage pratiquée par Illumina, la technologie de base a été découverte en Europe, le concept, la mise en point, tout ça s'était fait ici, mais puis les brevets ont été exploités par des grandes sociétés américaines qui ont vu une opportunité et ils l'ont saisie. Donc, il faut absolument qu'on soit, je dirais, qu'on aligne tous les éléments dans la chaîne de création de valeur et on a quelques lacunes actuellement. Un des problèmes, je pense, c'est aussi le système des carrières scientifiques en Europe où on place trop d'importance sur les publications et les facteurs d'impact et tout ça, et au détriment de la prise de risque et le dépôt de brevets et la création de start-up. Et je crois que si on veut rivaliser, faire concurrence avec les Américains et la Chine, il va falloir prendre des mesures pour encourager nos jeunes talents, et ils sont nombreux, de prendre plus de risques et de les soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bertrand Boucher, vous êtes également avec nous. Vous êtes le délégué aux affaires européennes au CEA, qu'on ne présente plus. Et vous avez un parcours institutionnel finalement au cœur aussi de l'Europe. Vous connaissez ses programmes et ses arcanes. Et comme le CEA, qui est très largement également impliqué dans la construction de cet espace européen de la recherche et de son programme de cadre de recherche et de développement Horizon 2020 dont a parlé la commissaire juste avant. Bertrand Boucher, est-ce que vous pourriez nous en dire plus finalement aussi sur votre vision et peut-être la contribution de ce CEA dans l'espace européen de la recherche? Alors oui, donc tout d'abord merci de votre invitation. Peut-être le premier élément pour situer une réponse à la question, c'est de regarder ce que disait l'Europe il y a 20 ans, tournant des années 2000, un diagnostic et un objectif. Le diagnostic, c'est que l'Europe consacrait moins de sa richesse à l'investissement dans la recherche par rapport aux États-Unis, en particulier au Japon. Et un diagnostic qui était également que non seulement on dépensait moins, mais on dépensait moins efficacement, puisqu'on avait, alors aujourd'hui c'est 27 États membres, je ne sais plus combien c'était à l'époque, donc autant de politiques nationales juxtaposées, plus un programme européen supplémentaire. Et donc l'objectif était d'une part, augmenter cet investissement pour atteindre 3% du PIB européen consacré à la recherche et d'améliorer la coordination, les synergies entre les politiques nationales pour assurer la complémentarité des efforts. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez cruel en termes quantitatifs puisqu'on n'est toujours pas à 3%. Ça a un petit peu progressé, mais globalement en Europe, il reste un sous-investissement dans la R&D. Donc là, il y a vraiment un effort à faire et peut-être que le plan de relance, qu'il soit européen ou national, va donner des ressources pour ça. On voit qu'il y a des signaux encourageants. Sur le plan qualitatif, je dirais que les choses ont quand même progressé, notamment grâce à l'impulsion des programmes de l'UE, avec la mise en place notamment de partenariats publics-privés, de recherche collaborative entre les laboratoires. Et effectivement, le CEA est très impliqué, très engagé dans ce programme parce que c'est vital pour nous. La dimension des défis aujourd'hui auxquels on fait face, que ce soit le changement climatique, le numérique, la santé, puisqu'on travaille aussi beaucoup dans ce domaine, n'appelle plus de solutions nationales. La dimension européenne, c'est vraiment le premier cercle de solidarité entre les acteurs. Et c'est comme ça qu'on peut se mesurer à la concurrence mondiale. La différence par rapport au début des années 2000, c'est que la rivalité, elle ne vient plus seulement des États-Unis. La Chine, entre-temps, est devenue une puissance scientifique, industrielle. Et donc, forcément, il faut faire d'autant plus d'efforts pour rattraper notre retard.
Merci beaucoup. Philippe Aguillon, quel plaisir de vous retrouver. Merci d'être là. Est-ce qu'il faut vous présenter? Je ne sais pas. Vous êtes économiste, professeur au Collège de France, spécialiste de l'économie de l'innovation. Et finalement, quel regard portez-vous à votre tour sur cette Europe de la recherche? Écoutez, déjà, très bonnes choses ont été dites par mes deux collègues, donc je ne peux qu'approuver ce que vous avez dit. Je pense que là, on est en train de se faire larguer par les États-Unis et la Chine. Si on continue comme on est maintenant, l'Europe disparaît. Je veux dire, c'est la Chine et les États-Unis. Donc, il faut que l'Europe se réveille. Et première chose, Maastricht, il faut repenser Maastricht. On met toutes les dépenses sur le même plan quand on regarde les 3% de déficit. C'est absurde. On ne peut pas mettre les dépenses de croissance, les dépenses de recherche et d'innovation sur le même plan que les retraites ou que d'autres choses. Donc ça, il faut regarder la composition de la dépense publique et la gouvernance de la dépense publique. Donc Maastricht a repensé. D'ailleurs, quand on a négocié le paquet de relance, le paquet Covid, c'est la recherche qui a été sacrifiée. Chaque fois qu'on veut sacrifier, c'est la recherche. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas sérieux. Vous voyez, regardez les négociations l'année dernière. C'est la recherche qui a écopé. D'accord? Donc déjà, Maastricht a repensé. Deuxième chose, politique industrielle. Il y avait toujours la vision en Europe que politique industrielle, c'est le contraire de politique de la concurrence. Mais d'abord, on a une politique de la concurrence vétuste qui met l'accent sur part de marché, market share, market definition. C'est une politique de concurrence dépassée. Il faut une politique de concurrence qui dit c'est l'innovation qui est importante. Si je veux autoriser merger and acquisition, je regarde l'effet que ça aura sur future entry et future innovation. Je ne regarde pas simplement market share. Donc il faut repenser la politique de la concurrence de ce côté-là. Et la politique industrielle, il faut sortir des champions nationaux. C'est fini, Couche-Tard, Carrefour. Ça, c'est toute la politique industrielle dont on ne veut plus. Il faut une politique industrielle d'arpaïsée, c'est-à-dire top-down pour les montants, mais tout à fait bottom-up et compétition pour les projets. Et la Barda, c'est formidable. L'exemple de la Barda. Nous ne serions pas là sans la Barda aujourd'hui. On doit tout à la Barda. La Barda, c'est quoi? L'argent vient de gouvernements américains, ils ont des chefs d'équipe, et ensuite, il y a plein de projets concurrentiels. Et donc, c'est une politique industrielle moderne. Et nous n'avons pas l'équivalent de la Barda en Europe. Nous n'avons pas la gouvernance et les moyens de la Barda. La Barda a dépensé 12 milliards l'an dernier. Commission européenne plus Banque européenne d'investissement, le total pour les trucs Covid, c'est 4 milliards, 3 fois moins que la Barda, ce qu'elle a dépensé sur Covid. Donc, vous voyez, Maastricht a repensé, politique industrielle et politique de la concurrence à repenser, et faire des DARPA européennes en énergie, en digital et en santé, mais avec des vraies gouvernances. Et là, pour le moment, nous ne les avons pas. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce constat élargi et passionné. Mark Ferguson, finalement, on se disait qu'il fallait changer de niveau, qu'il fallait s'élever. Et vous avez beaucoup parlé aussi de la notion de création d'écosystèmes, de partenariats. Si vous aviez une mesure phare, ce qui peut changer la donne, quel est vraiment l'aspect qui vous paraît le plus important pour créer les fameux écosystèmes et engendrer la coopération fluide entre les acteurs? Alors, il y a deux manières de répondre. Tout d'abord, je pense qu'il faut faire tout notre possible pour changer la culture ou obtenir une nouvelle culture. La recherche pionnière est possible avec la fondation de nouvelles entreprises, le recrutement et l'argent, et faire de l'argent. Donc, cette idée que l'entreprise qui serait éloignée de la recherche pionnière n'est plus réelle. Il y a des scientifiques en Europe, mais nous devons en faire davantage. Nous devons avoir davantage d'incitation. Nous devons également investir. Bien sûr, ce n'est pas suffisant pour l'instant, mais c'est le troisième pilier de notre horizon Europe. Nous espérons tripler l'investissement actuel de 10 milliards dans la recherche. Bien sûr, il y a des différences entre un risque élevé et un risque stupide. Nous prendrons davantage de risques en investissant plus tôt, en considérant les recherches qui a du potentiel commercial. Et bien sûr, il y aura des choses qui ne fonctionneront pas. Et l'Europe doit être d'accord que certaines des recherches ne fonctionneront pas. Mais on apprend toujours. Bien sûr, tout ne fonctionne pas de la manière attendue. Et ça, ce n'est pas grave.
si ça nous permet d'avancer de toute manière. Et je suis optimiste. Si on regarde le Conseil européen de l'innovation, nous avons 4000 applications par mois et le succès est d'environ 5%, parce que le budget n'est pas adéquat à l'heure actuelle. Mais cela montre qu'on a un volume énorme de candidatures. Donc, en utilisant le sceau d'excellence, je pense qu'il y a ce potentiel. En Europe, nous devons avoir la bonne culture, le bon soutien et le bon support économique. C'est la première étape. Bien sûr, ce n'est pas tout ce qui est nécessaire, mais c'est la première étape. Beaucoup. Bertrand Boucher, finalement, on dit qu'il faut passer du top-down au bottom-up en le faisant intelligemment. Le CEA n'est pas un petit acteur dans le secteur, mais finalement, donc, du coup, il peut aussi drainer un certain nombre de grands programmes, de grands projets, à s'allier peut-être encore plus qu'il peut n'être aujourd'hui, agréger des jeunes talents. Je pense que là aussi, il y a aussi un lieu de formation de jeunes chercheurs issus de l'ensemble de la communauté de recherche européenne. Est-ce que vous avez des exemples qui peuvent permettre justement de continuer à tirer cette Europe de la recherche vers le haut? Alors, si vous voulez, par rapport à cette problématique de la recherche académique d'un côté, l'innovation de l'autre, nous, notre discours, c'est de dire qu'il faut, effectivement, il faut ce continuum. On a besoin de produire des connaissances au meilleur état de l'art et arriver à faire en sorte que ça se transforme en produits et services commercialisables pour que l'investissement public dans la recherche académique finisse par devenir un moyen de prospérité, d'industrialisation, de création d'emplois en Europe. On a des exemples assez cuisants par le passé où, comme vous le disiez, l'investissement qu'on a fait dans la R&D a servi l'industrie de nos concurrents. Et au CEA, on pense la chaîne dans sa globalité avec cette capacité, cette volonté de comprendre les logiques académiques et les logiques industrielles et d'être à l'interface entre ces différents acteurs. Et un élément important dans cette ambition, c'est que pour faire ça, vous avez besoin d'infrastructures, de plateformes expérimentales. Ce sont des lieux où vous faites de la recherche au meilleur niveau, mais ce sont aussi des lieux où vous attirez les industriels qui veulent dérisquer le développement avant la mise sur le marché, qui ont besoin de tester leurs idées avec des gens qui maîtrisent la technologie. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'investir fortement dans ces infrastructures qu'on peut dire technologiques. Or, souvent, la construction des programmes et des politiques nationales ou européennes, c'est que vous avez d'un côté le soutien à la recherche académique pour une communauté particulière, vous avez le soutien à l'innovation pour développer les startups et soutenir l'industrie. Ce qui nous manque, c'est le lien. Et donc, il faut agir sur ces interfaces entre les acteurs, les réunir et créer des écosystèmes vertueux. Merci beaucoup. Stewart Cole, sur le monde de la santé. Alors, pendant l'entretien qui a précédé notre conversation, il était question d'un centre européen de la recherche en santé. Nous savons que nous envions la BARDA et nous imaginons une ERA pour l'Europe. Comment est-ce que vous voyez finalement là aussi ce mouvement et en quoi est-ce que cela peut être propice aux enjeux dont on parle jusque-là? Oui, ce sont de bonnes questions. Moi aussi, je suis un grand fan de BARDA et surtout de la réactivité, de l'agilité que cette structure nous offre. Et j'ai cru comprendre qu'en Europe, on allait lancer quelque chose du même genre, non? Mais étant européen et très modeste et pas toujours très sûr de nous, ça va être sous-dimensionné et ça manquera de moyens et d'ambition, j'imagine. J'ai été très, très touché par un mot que j'ai entendu là tout à l'heure, risque, qu'il faut prendre des risques. Et en Europe, ce n'est pas dans notre culture. Nous sommes très, comme disent les Anglais, les Britanniques ou les Anglo-Saxons en général, on est risk-averse. Et il faut changer ça. Les Américains adorent prendre des risques
Et je me demande parfois si c'est parce que le système bancaire ou économique aux États-Unis s'y prête, parce qu'avec c'est Chapter 11, je crois, l'individu est protégé, mais pas forcément sa start-up. Et ici, en Europe, on n'a pas ce filet de secours. Donc, je crois que là, il y a des choses à faire. Et sans doute, Philippe, vous avez des vues à ce sujet, et mes autres collègues également. Merci beaucoup. Alors, j'allais justement, évidemment, me tourner vers Philippe, mais j'aimerais bien qu'on parte aussi de ce que vient de nous dire Maria Gabriel, la commissaire européenne, qui disait « on veut une Europe de la recherche avec les citoyens au centre ». Et finalement, si on part des citoyens au centre, ensuite on a parlé de cette jeunesse qui doit finalement fertiliser ce secteur, qui doit faire en sorte de changer sa culture, changer d'ambition pour pouvoir être face à ces enjeux convenablement. Qu'est-ce qu'il faut appliquer au niveau des citoyens, de cette jeunesse, pour que la culture qu'on appelle aujourd'hui puisse être là demain? Mais je crois que c'est très important, parce que je crois que vraiment le maître mot, c'est émancipation et nouveaux talents. De la même manière qu'il faut favoriser les jeunes pousses, les jeunes entreprises, il faut pousser les jeunes à prendre des risques et pousser les gens à prendre des risques. Et je crois qu'on peut aider à la prise de risques. Moi, je suis très pour l'idée, je trouve que les Danois nous ont montré la voie, le Danemark. Le Danemark, ils ont inventé d'abord la flexi-sécurité sur le marché du travail. Moi, j'aurais aimé que l'assurance chômage en France soit comme la flexi-sécurité danoise. C'est-à-dire, vous perdez votre emploi, mais on vous donne 90% de votre salaire, on vous forme et on vous aide à trouver un nouvel emploi. Mais vous devez l'accepter, le nouvel emploi, s'il est dans votre qualification. Mais c'est quand même, ça fait que les gens prennent les risques, parce qu'on est vraiment assuré. Il n'y a pas de dégressivité des allocations chômage au Danemark. Voilà déjà quelque chose qui, sur le marché du travail, t'incite à prendre des risques. Et puis sur les jeunes, ils ont une très belle idée au Danemark, c'est l'idée de l'autonomie. Tu quittes le foyer, que tu sois étudiant, apprenti ou insertion, tu as un salaire de 850 €. Alors, ou parce que tu travailles, que tu fais de l'apprentissage, ou parce que tu passes et réussis tes examens. Et moi, je pense que chaque jeune, de 18 à 25 ans, devrait avoir ce salaire d'autonomie. Moi, comme école normale supérieure, j'avais un salaire. Les polytechniciens en ont un. Mais il faudrait que tous les étudiants qui réussissent, alors évidemment, ils doivent travailler, réussir leurs examens. Mais je trouve que l'idée de l'autonomie et de l'émancipation, c'est une idée très importante. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, dès l'éducation supérieure, il faut insuffler cette idée, pousser les jeunes, aider les jeunes, avoir un système éducatif, financier qui aide les jeunes. Et nous, malheureusement, on n'aide pas assez les jeunes et on n'aide pas assez les jeunes entreprises. Par exemple, en France, on a un crédit impôt recherche qui aide trop les grosses entreprises. Vous savez que les Anglais regardent notre crédit impôt recherche, disent mais vous êtes fous. En Angleterre, le taux de subvention de la recherche dépend du ratio entre la dépense de R&D de l'entreprise et la taille de l'entreprise, ce qui est normal. Et donc beaucoup va vers les petits qui sont les plus innovants. En général, c'est les petites entreprises qui font le plus d'innovation. En France, le gros du crédit impôt recherche va vers les grosses entreprises. Parce que jusqu'à 100 millions de R&D, tu es subventionné à 30% et ensuite à 5%. Mais les PME n'arrivent jamais près de 100 millions. Donc le gros va aux grosses entreprises. Et en fait, on utilise le crédit impôt recherche en France pour empêcher, soi-disant, la délocalisation. Mais si tu n'as qu'à utiliser un instrument direct pour la délocalisation. Tu vois, ici, chez nous, et l'innovation en France, je veux dire le gros problème de l'innovation en France, c'est que les politiques en France, ils n'ont jamais été à l'université. Ils ont fait l'ENA, ils sont dans les grands corps, j'ai rien contre les grands corps, ou Polytechnique, je n'ai rien contre Polytechnique, mais ils n'ont jamais été à l'université. Or, la recherche se fait à l'université. C'est pour ça que, et le seul qui avait fait quelque chose, c'est Sarkozy. Je n'ai jamais voté pour lui, parce qu'il n'avait pas été énarque. Il n'avait pas fait les grandes écoles. Il savait que l'université, c'était très important. Et c'est le drame chez nous, c'est que les décideurs pensent qu'une politique d'innovation, ça se fait avec le CAC 40 seulement, avec quelques grosses entreprises, et ils oublient tout ce que vous décriviez tout à l'heure, qui est l'écosystème de l'innovation. L'innovation, c'est d'abord la recherche fondamentale. L'ANR est misérable, l'ANR française. Les Allemands ont beaucoup plus d'argent dans l'équivalent de l'ANR. Et ils ont la Volkswagen Stiftung, ils ont beaucoup plus d'argent sur la recherche fondamentale qu'en France. Ensuite, Venture Capital est très sous-développé en France. Investisseurs institutionnels, comme vous le disiez, très sous-développés. Nous n'avons pas les DARPA et les BARDA, et nous avons un crédit impôt recherche qui est essentiellement centré sur les grosses entreprises. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas compris que c'est tout l'écosystème et que vraiment, c'est l'émancipation. Il faut aider les jeunes pousses. Juste pour
terminer. J'étais à Boston pendant 20 ans, j'étais à Harvard pendant 20 ans. Je voyais souvent les consuls de France à Boston. Et ils me racontaient tous, vous savez quel est notre job principal? C'est d'accueillir des start-up françaises qui n'arrivent pas à grandir en France et qui viennent aux États-Unis pour grandir. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et ça, on ne fait pas faire chez nous. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et ça vraiment, voilà. Et la dernière chose, c'est que souvent, on fait les choses à 27. Moi, je veux bien faire des choses à 27. Mais à 27, il y a le problème du veto et « I want my money back ». Moi, je suis pour des bardas volontaires, c'est-à-dire où on s'aligne sur le max, pas sur le min. Le problème, souvent, de faire les choses à 27, c'est qu'on s'aligne sur le plus faible. On s'aligne sur celui qui veut faire le moins. Et ça, il faut repenser également. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mark Ferguson. On a parlé d'un certain nombre de limites françaises et peut-être d'européennes. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions à l'échelle européenne et est-ce que finalement il faut continuer à 27 de cette manière-là ou est-ce qu'il faut créer les pointes pour qu'ensuite on s'aligne vers le haut comme vient de le poser Philippe Aghion convenablement? Je crois que tous nous avons un travail à faire dans tous les pays européens pour convaincre les hommes politiques de l'importance de la recherche. On peut faire ça en montrant la pertinence, ça a été très clair, avec la pandémie, les tests de diagnostic rapide, toute la science. Et vraiment, la science nous a sauvés de la pandémie de Covid-19. Sans la science, on serait vraiment dans un problème. Et il faut montrer que c'est important pour relever les défis de la société, de l'avenir, changement climatique, biodiversité, durabilité. Tout cela est bon pour la planète. Il faut créer aussi des emplois et cela peut créer des emplois. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a des changements. Le troisième pilier d'Horizon Europe est un budget d'innovation et il y a 3 instruments simples au sein du Conseil de l'Europe. J'espère qu'ils vont bien fonctionner et qu'ils vont encourager les autorités des pays à jouer dans la même direction. Tout d'abord, Pathfinder. Il s'agit d'identifier les sujets très importants et d'avoir du financement capital risque. Il y aura des projets qui pourront vraiment être bien financés. Il y a aussi les contrats d'1 an qui permettent à certains de faire un bon travail et qui vont passer à 3 ans et afin que des choses puissent être faites. Deuxième instrument, la transition, avec 10 millions d'euros pour des projets de transition pour passer des laboratoires de recherche aux entreprises. Et le troisième point, ce sont les accélérateurs, les financements mixtes qui vont jusqu'à de 2,5 jusqu'à 15 millions d'euros en capital. Si vous connaissez le système américain, c'est un peu comme le SBIR, mais meilleur parce que le SBIR ne prend pas le capital. Donc, on veut investir dans l'humain. Et pour chaque euro investi au Conseil, 3 euros de plus ont été investis par le secteur privé. Mon idée, c'est que d'ici 10 ans, on sera redondant parce qu'il y aura tellement de bons projets en Europe et le monde pourra investir en Europe et on ne sera plus là pour servir de catalyseur. Et il y a aussi un taux de demande très élevé, un taux de succès très élevé. Vous savez, la première candidature, c'est une vidéo de 3 minutes, puis ensuite un business plan tout simple, et ensuite ça passe au Conseil de recherche européenne. Et ensuite, si vous pouvez demander un financement bancaire, et vous avez en tout cas 6 mois extensibles.
Nous savons que certains de ces candidats vont bien réussir et d'autres pas, mais c'est ainsi que ça fonctionne avec le capital risque. Et en fin de compte, il y a en Europe, dans le cadre d'EIC, plus d'États d'entreprises qui représentent plus de 100 milliards. Il faut travailler avec ces entreprises fantastiques. Il y a plein d'idées merveilleuses. Il faut le montrer au système politique. Il faut en faire la démonstration et leur montrer que si on ne finance pas, si on ne cofinance pas, on ne crée pas de richesse et on ne résout pas les problèmes de la société. C'est donc une expérience, un nouvel instrument. Oui, on peut faire mieux. Oui, on peut faire davantage. Mais je pense que si on arrive à amener les gouvernements des pays à travailler avec nous et notamment le secteur privé à nous aider à investir, on y arrivera. Il faut comprendre qu'il n'y a jamais eu de meilleure époque pour vraiment faire de la science. La science, c'est merveilleux. On peut l'exploiter. On a maintenant une route to market qui est beaucoup plus rapide, une mise en marché plus rapide. C'est un moment merveilleux pour être en vie et travailler dans le domaine scientifique. Tout ce qu'il faut faire, c'est stimuler les gens pour qu'ils avancent. Et enfin, si je peux lancer un appel, il faut davantage de personnalités politiques avec nous. Je crois que s'il y en a plus qui se joignent à moi, on y arrivera. Vous disiez, finalement, vous nous parliez aussi de cette Europe qui avait besoin d'agir ensemble et d'avancer dans cette vision. Philippe Aghion nous dit, finalement, il faudrait peut-être le faire un peu plus à la carte. Je crois que le plus important dans ce que vous nous aviez dit aussi précédemment et dans nos préparations, c'était qu'on évite l'agrégat et finalement la somme d'agrégats et qu'on soit plus vers une vision unique. Peut-être pas à 27, mais en tout cas d'aller vers cette vision unique, cette capacité à faire ensemble concrètement et pas faire à côté. Tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agit pas de faire tout à 27 dans des conditions homogènes pour tout le monde. En revanche, un des enjeux, et je pense que l'Union européenne est en train d'avancer dans le domaine de la recherche sur ce sujet, c'est d'essayer de faire en sorte que, si vous voulez, le budget de l'UE consacré à la recherche, c'est un gros programme aujourd'hui, 100 milliards d'euros quasiment sur 7 ans, mais ça ne représente jamais que 5% de la dépense de recherche européenne tous les ans. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent qui arrive à entraîner le reste? Et une des choses que commence à faire le programme cadre européen, c'est avec ces partenariats que j'évoquais tout à l'heure, d'essayer d'organiser des cofinancements et un alignement entre l'Union et les plans nationaux des États membres. Si vous prenez le domaine de l'hydrogène, le domaine des batteries, pour ceux qu'on connaît, le domaine de la microélectronique, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est d'autant plus nécessaire, je pense, qu'encore une fois, l'intensité de la concurrence est telle qu'on n'y arrivera pas tout seul. Dans le domaine de la santé, il y a énormément de choses à faire de ce point de vue-là également, parce qu'on voit bien que les questions d'innovation en santé sont en train de changer. L'arrivée du numérique dans le domaine de la santé fait bouger les choses. Et encore une fois, il faut créer ces convergences, c'est ce qu'on essaye de faire au CEA, entre des compétences numériques qui sont un peu la matrice de base de toutes les évolutions, le calcul haute performance, l'utilisation de l'intelligence artificielle, les connaissances de biologie, de sciences fondamentales du vivant, et puis la technologie, on va dire, tout ce qui est robotique, outils diagnostiques, pour inventer d'autres manières de proposer des solutions thérapeutiques, du suivi de patients. Donc il y a une forte ambition de notre côté là-dessus, et on n'y arrivera pas tout seul, donc il faut qu'on travaille avec les acteurs, les industriels, les universités, les praticiens, les patients, et au niveau macro, que les États et l'Union européenne travaillent ensemble dans des programmes de grande envergure. Et typiquement, on voit dans le nouveau programme qu'il y a un partenariat qui s'appelle Initiative pour la médecine innovante, qui relève de cet état d'esprit, et on souhaite absolument trouver des partenaires pour avancer dans cette direction.
Merci beaucoup. Stewart Cole, on entend un espèce d'appel là, depuis tout à l'heure sur la logique chercheurs de tous les milieux, unissez-vous. Vous représentez le monde de la recherche en sciences, en santé. Est-ce que vous sentez aussi ce mouvement, vous sentez qu'il y a un besoin d'unité plus forte entre les milieux de la recherche en santé, ceux dans d'autres secteurs, pour, là encore, essayer de renforcer la capacité d'innovation européenne? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez d'ores et déjà des capacités de réseau, des capacités de programmes communs avec des milieux qui soient hors du secteur spécifique de la santé ou de la science? D'accord, donc encore beaucoup de bonnes questions et des points très pertinents. Moi, je pense que je vais dire que si je suis à la tête de l'Institut Pasteur, c'est aussi parce que j'ai su profiter du système de financement offert par la Commission européenne. Il y a de très bons outils pour cela, mais il faut savoir s'en servir. Je me réjouis d'apprendre que le système est en train de s'alléger et de devenir plus user-friendly, et ce qui va encourager les gens de se présenter et de prendre des risques. Et c'est cette prise de risque que je veux encore une fois souligner. C'est extrêmement important d'encourager les gens de sortir de leur zone de confort et de se lancer. Je rebondis sur un point que mon collègue du CEA a souligné. Parmi les instruments qu'offre l'Europe, moi j'ai vécu pendant maintenant presque 15 ans au sein de projets financés par IMI, et je trouve que IMI est un bon exemple de comment on peut faire des choses en Europe, parce que ça marie, ça fusionne l'agilité et la créativité du secteur académique avec le pragmatisme et le savoir-faire industriel des grands groupes pharmaceutiques ainsi que des start-up. Et je trouve, moi, que c'est souvent les start-up ou les PME qui sont les plus réceptives de l'innovation, comme le Big Pharma est toujours préoccupé par son cours d'action, par le bottom line et pas par la prise de risque. Donc, si nous pouvons maintenant profiter du nouveau système que la Commission européenne est en train de mettre en place avec ces 3 piliers, je crois que c'est un très bon démarrage, mais il va falloir aussi que les financements soient assez pérennes. La recherche ne se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est dans la continuité. Évidemment, il y a des jalons qu'il faut respecter, mais il faut aussi penser au long terme et pas au court terme. Je vais rebondir sur un point qu'a fait Marc. La science est fantastique. La réponse de la communauté internationale des chercheurs et des industriels à la crise Covid, on peut dire que, vous l'avez justement souligné, c'est grâce à la science qu'on s'en sort. Et moi, dans mes discours institutionnels, j'ai souvent dit que c'était un triomphe pour la science, parce qu'on a montré que donner les moyens, donner le soutien et l'encouragement et l'infrastructure, on peut délivrer, on peut faire la différence et on peut sortir le monde d'une crise pandémique. Merci beaucoup pour ces messages d'espoir. Je crois qu'on commence à avoir un peu la vision, on commence à partager ensemble des plans. Philippe Aghion, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Mais je crois que les moyens, il faut se les donner. Je pense que l'Europe, ce que je dis sur Maastricht, je crois maintenant qu'il faut arrêter la politique Bundesbank, et qu'il faut maintenant, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas un... Voilà, et qu'il faut se dire qu'investir dans la science, dans la croissance, c'est améliorer notre possibilité de repayer notre dette publique. Il faut comprendre que, vous voyez, quand vous augmentez votre taux de croissance,
eh bien, vous augmentez votre capacité de rembourser la dette publique à long terme. Donc, ce n'est pas la même chose de dépenser dans la science et dans l'innovation que de faire d'autres dépenses. Et donc, je crois qu'il faut vraiment que cette culture de dire, voilà, on respecte les déficits, on prend en compte la dette publique, mais dans la dette publique, l'investissement dans la croissance a une place à part. Et je crois que vraiment, il faut que cette culture, et comme disait mon collègue, la culture du risque, parce que si on ne met pas les moyens, on ne prend pas de risque. Pour pouvoir avoir la culture du risque, il faut mettre les moyens. Vous voyez, si par exemple, vous savez, la deuxième chance, c'est d'accepter. Pourquoi la Barda, ça a bien marché? Parce qu'on a dit à plein de labs, si, c'est nous qui prenons les risques. Si vous ratez, c'est pas grave, nous les prenons. Mais parce que la Barda a mis 12 milliards. Si la Barda avait mis 2 milliards, on ne pouvait pas avoir une culture du risque aux États-Unis. Donc il faut que l'Europe sorte de l'obsession, si vous voulez, de l'équilibre budgétaire, mais vraiment vu à courte vue, Guy Abeille, où on mettait toutes les dépenses publiques sur le même plan. Il faut changer la culture Maastricht et décider qu'on investit beaucoup plus et qu'on considère que ça, c'est vraiment l'avenir. Parce que sinon, c'est la Chine et les États-Unis qui vont dominer le monde et l'Europe sera complètement effacée. Et finalement, là, on a un petit peu ce mouvement d'amorçage par les pouvoirs publics. Vous avez un langage de vérité. Qu'est-ce qu'il faut attendre des entreprises et qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces entreprises françaises, européennes, face à ce nouveau mouvement? Qu'attendre d'elles aussi? Les entreprises. Oui, non, mais je pense que, moi je crois beaucoup, si vous voulez, dans le triangle entre entreprises, celles qui innovent, l'État et la société civile, qui poussent pour les choses. Et c'est les jeunes dont vous parliez tout à l'heure. Et je crois que le triangle gagnant, c'est l'entreprise, l'État et la société civile. Et pourquoi c'est important la société civile? Parce que l'État, souvent, peut être capturé par les grosses entreprises. Et ne faire que la politique des gros. Et c'est très important que la société civile soit là pour dire non, la concurrence c'est important. Par exemple, aux États-Unis, il y a maintenant, Biden est en train de faire des grandes réformes pour la concurrence, mais c'est la société civile qui a porté Biden au pouvoir. Et maintenant, au lieu d'avoir un pouvoir aux États-Unis qui uniquement favorise les grosses entreprises, vous avez maintenant une vraie politique aux États-Unis pour la concurrence. Parce que la concurrence est très importante. L'innovation, c'est très important les grosses entreprises. Mais les grosses entreprises, elles tendent à innover moins et elles essaient d'empêcher les petites, c'est le dilemme schumpeterien. Donc il faut toujours avoir une politique qui pousse l'entrée de nouveaux, les jeunes entreprises, parce que sinon on n'a pas vraiment une croissance. La croissance américaine est plombée par les GAFAM, qui ont innové beaucoup à une époque, mais qui maintenant plombent complètement la croissance et l'innovation des autres. Donc il faut renouveler la politique de concurrence, mais il faut à la fois une politique de concurrence renouvelée et une politique d'investissement beaucoup plus ambitieuse que celle qu'on a en Europe. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On a donc ce constat qu'on peut faire à J+21 ans du début de ce siècle. On voit qu'on dépensait à l'échelle européenne peut-être moins et moins efficacement qu'en Union européenne qu'en dehors du monde. Nous n'y sommes toujours pas dans le rétrécissement du trou, puisque nous ne sommes pas aux 3% de dépenses. On voit bien que les innovations sont encore un peu valorisées en dehors d'Europe, alors qu'elles peuvent être créées et conçues dans notre région. On voit qu'il y a encore une question de moyens, d'infrastructures qu'il faut renouveler et évidemment de l'investissement dans les hommes et les femmes pour arriver à valoriser, créer des nouvelles carrières. Je comprends également que nous sommes en train d'essayer de monter de nouveaux écosystèmes, de nouvelles coopérations avec une Europe agrégée et pas simplement alliée plutôt, et pas simplement agrégée avec un certain nombre de compétences, comprendre la logique et la grammaire des différents acteurs, créer des interfaces, continuer le financement public avec une alliance avec le secteur privé fluide et à la bonne échelle, passer du prototype au développement, prendre des risques, ne pas avoir peur d'échouer, s'émanciper. Je crois que là, on a la base d'une nouvelle alliance et d'une nouvelle ambition qui soit à fondement national, à contexte européen et à ambition mondiale pour que l'Europe de la recherche se réveille et soit à la hauteur des enjeux. Merci beaucoup, messieurs, pour vos contributions et à bientôt.